Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, Marc Ravalomanane de retour à Antananarive. L'ancien président malgache arrêté en octobre dernier restera jusqu'à nouvel ordre en résidence surveillée à son domicile. Les avoirs du clan Ben Ali ne seront pas restitués au gouvernement tunisien. Le tribunal fédéral suisse estime que l'origine frauduleuse des fonds n'a pas été établie. Et la bataille pour le contrôle des terminaux pétroliers se poursuit en Libye. Les combats entre l'armée et les milices ont fait ce vendredi 22 victimes. L'ancien président malgache Marc Ravalomanane a donc pu retrouver son domicile. Il a été transféré ce mercredi à Antananarive, la capitale, où il restera en résidence surveillée jusqu'à nouvel ordre. L'ex-chef d'État a été retenu à Diego Suarez depuis son arrestation en octobre dernier à son retour d'exil. Marina Vanier. Une fête de Noël en famille pour Marc Ravalomanane. L'ancien président malgache était en résidence surveillée à Diego Suarez dans le nord du pays depuis son retour en octobre 2014. Il a été discrètement transféré à son domicile ce mercredi 24 décembre vers la capitale Antananarive. Cette décision fait suite à la réunion des 5 présidents malgaches le 19 décembre en vue d'une réconciliation nationale inter-malgache. 5 détenus politiques incarcérés, condamnés sous la transition, font partie du premier contingent des bénéficiaires de la grâce présidentielle et qui ont été libérés le 24 décembre. L'ancien président Ravalomanane, justement, lui, a bénéficié d'un transfert de sa résidence surveillée de l'amirauté d'Antirane vers son domicile à Antananarive. Le processus de la réconciliation nationale est en marche et Radon Armapian montre sa ferme volonté en fait d'y arriver, tel qu'il l'a toujours promis. En joignant les actes à la parole donnée, il tient également à faire un geste politique d'apaisement fort. Ce transfert ne change pas les conditions de détention selon les autorités de Madagascar. Elles ont tout de même accepté que Marc Ravalomanane retourne dans son village natal, à Imerinqazina, près de la capitale, pour assister aux cérémonies de Noël. Si la grâce présidentielle, qui est un droit régalien en fait du chef de l'État, permet de prendre de telles décisions, les questions juridiques demeurent et ne doivent pas être ignorées. Donc c'est un vrai casse-tête et un jeu de jonglage qui est en cours pour ne pas empiéter ou même donner l'impression de passer outre la justice, tout en prenant en fait des décisions qui sont forcément politiques dans le cadre de cette réconciliation nationale. Le président actuel Radon Armapian avait promis de se pencher sur la situation de Marc Ravalomanane. Pour l'heure, son statut juridique n'est pas précisé. Il avait été condamné par contumace aux travaux forcés à perpétuité pour la mort de 36 manifestants en février 2009. Au Burkina Faso, la coalition de la société civile qui avait été mise en place pour le suivi de la transition vient de rendre son premier rapport. Elle demande notamment au gouvernement un agenda détaillé de ses prochaines actions. Quant à l'organisation des élections de novembre 2015, la coalition souhaite la formation d'une nouvelle commission électorale. 43 millions d'euros qui ne reviendront pas en Tunisie. C'est la décision de la Suisse qui a décidé de garder les avoirs de l'ancien président tunisien Ben Ali, bloqué sur des comptes depuis sa chute du pouvoir en 2011. Le tribunal fédéral a en effet estimé que l'origine frauduleuse de ces fonds n'a pas été prouvée. Marina Vanier. Les capitaux placés sous son mandat resteront en Suisse. Les fonds de l'ancien dictateur tunisien Zine El Abidine Ben Ali ne seront pas restitués. Le tribunal fédéral de la Suisse a justifié cette décision par une absence de preuves démontrant l'origine frauduleuse de la somme. Les nouvelles autorités du pays réclament la restitution des fonds à la Tunisie, accusant le clan Ben Ali d'enrichissement illicite. Bloqués depuis 2011, les 43 millions d'euros du clan Ben Ali restent donc en Suisse pour l'instant. La charge de la preuve appartient à l'État. Dans ce cas d'espèce, les gouvernements tunisiens successifs, pour des raisons qui leur sont propres, n'ont pas établi ces preuves-là. Deuxième question, c'est que ces pays-là, les pays requis, ne peuvent répondre positivement que quand leur responsabilité ne peut pas être mise en cause. Et donc, la position du gouvernement helvétique, elle est très claire. Et le gouvernement helvétique dit « Donnez-moi la preuve et je vous donne l'argent ». Cet arrêt sans appel, le déblocage de l'argent initialement décidé en avril 2014 est annulé. Cette décision suscite un climat de tension entre la Tunisie et le gouvernement helvétique. Il est évident que le gouvernement tunisien doit revoir la méthode et doit sortir des sentiers battus, des condamnations comme à l'époque de Ben Ali
et de ce comportement où on condamne par contumace, on utilise la justice, comme le faisait Ben Ali lui-même. On utilise la justice comme moyen de pression, la justice locale, mais là, on voit la limite de ce comportement. Les capitaux ne seront toutefois pas débloqués pour la famille Ben Ali. Le clan de l'ancien président, représenté par son beau-frère Belassine Trabelsi, devait prouver la légalité de la provenance des capitaux, ce qui n'a pas été fait selon le tribunal fédéral. En Côte d'Ivoire, des prisonniers détenus pour des délits liés à la crise post-électorale ont suspendu ce jeudi leur grève de la faim. Une suspension qui intervient après une visite de la représentante de l'ONU en Côte d'Ivoire. Plus de 300 détenus avaient entamé le 1er décembre une grève de la faim à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan pour dénoncer la lenteur des procédures judiciaires. Pas de trêve en Libye dans la bataille pour le contrôle de terminaux pétroliers. 3 réservoirs de pétrole étaient en feu ce vendredi à Al-Cedra, au sud-ouest de Benghazi. Jeudi, des combats avaient opposé les forces gouvernementales aux milices qui tentaient de s'emparer du site. Un affrontement qui a fait 22 victimes parmi les soldats. Aminata Diak. Bataille pour le contrôle des terminaux pétroliers dans l'est de la Libye. Ce vendredi 26 décembre 2014, le terminal pétrolier d'Al-Cedra a pris feu suite au combat opposant les forces gouvernementales aux milices qui tentaient de s'emparer du site. Le croissant pétrolier, qui comprend les terminaux d'Al-Cedra, de Ras Lanouf et de Brega, les plus importants de Libye, est le théâtre depuis plusieurs jours d'affrontements. Un premier réservoir avait déjà été incendié jeudi après avoir été touché par une roquette tirée par des miliciens. De Misrata, quand ils sont subis à une défaite très importante à l'ouest de la Libye, donc ils sont allés directement aux installations pétrolières dans la région où il y a le plus important terminal pétrolier et du port pétrolier qu'on s'appelle la croissance pétrolière libyen, où il y a 60% de pétrole libyen qui est exporté de cette région. Pour certains observateurs, le contrôle des sites pétroliers constitue un véritable enjeu dans la crise libyenne. C'est très important pour les milices de Misrata de contrôler ces moyens pétroliers très importants pour être très fort sur la table de négociation, parce que la communauté internationale maintenant exerce une forte pression sur tous les protagonistes pour trouver une solution pacifique. La crise dans le secteur aurait déjà coûté plusieurs milliards de dollars au pays. Après un excédent budgétaire en 2012, la Libye a connu un déficit d'environ 5,1% du PIB en 2013 et de 4% en 2014 selon la Banque mondiale. Selon des experts, la production de brut en Libye a baissé à près de 350 000 barils par jour alors qu'elle atteignait 800 000 avant le début des combats le 13 décembre 2014. Direction à présent l'Égypte pour découvrir un jeune producteur de musique électronique. À seulement 27 ans, Wael Aleh a réussi à se faire un nom dans son pays, et en particulier dans le milieu de la publicité où ses compositions sont très demandées. Gevanido. Wael Aleh, plus connu sous le nom de DJ Neobit, fait la fierté du monde de la musique électronique en Égypte. Un clavier MIDI, un logiciel de production musicale et divers échantillons d'instruments électroniques suffisent pour que ce jeune producteur de la musique électronique de 27 ans crée un morceau. Une créativité dont il se sert pour attirer l'attention de plusieurs mélomanes vers le spot publicitaire, sa spécialité. Un de mes amis m'a présenté un producteur qui travaille dans une agence de publicité. Il a aimé ma musique, nous avons donc travaillé ensemble sur la première et ça a été un succès. Dans une certaine mesure, j'aime la publicité et notre culture pop. Cela dépend du type de publicité, mais il y en a qui apportent une nouvelle touche à notre culture. Un soutien de taille au succès du jeune artiste. Les médias sociaux. La production de Wael Aleh touche des millions d'internautes en Égypte. Ce chiffre impressionnant montre l'engouement autour de la musique électronique dans ce pays. 6 ou 7 ans auparavant, le marché était plus fermé que maintenant. Les médias sociaux et Internet ont contribué à inverser la donne. Cela a permis à une personne qui a une image, une petite idée, d'être vue par des millions de personnes. Avant, la situation était complètement différente. Vous pouviez être une personne créative, mais vous étiez incapable d'atteindre votre cible parce qu'il n'y avait pas de marché ou de plateforme pour montrer ce que vous faisiez.
Le mixage de la musique classique avec une touche électronique connaît actuellement une ascension fulgurante chez les jeunes Égyptiens avec les genres musicaux comme le tech house, la deep house ou encore la techno shabi. Après avoir sorti 2 albums, DJ Neobeard a participé à plusieurs festivals électroniques internationaux à Berlin et Munich. Aujourd'hui, il anime des soirées dans la capitale égyptienne. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend.